Outre leur vie criminelle et leur sens grandiose de l'importance, ces femmes ont une chose en commun. Ce sont toutes des Karen. Et le dernier endroit où l'on s'attendrait à les voir, c'est dans une salle d'audience. Mais étonnamment, il y a beaucoup de cas de Karens qui deviennent folles dans les salles d'audience. Notre première Karen est Aileen Wuornos, qui comparaît devant le juge Uriel Blunt dans un tribunal du comté de Volusia pour le meurtre brutal et le vol à main armée de 7 hommes. Aileen Wuornos est une tueuse en série américaine qui a assassiné 7 hommes en Floride entre 1989 et 1990. Lors de sa condamnation, elle a plaidé non coupable et, au début, elle a demandé pardon au tribunal en admettant sa culpabilité. Dans les jours qui suivent, Wuornos est condamnée pour meurtre, chaque verdict entraînant une réaction similaire, voire plus intense, de sa part. Elle s'insurge contre le système, affirmant qu'elle a été roulée dans la farine et que le tribunal est corrompu. Sa voix s'élevait parfois jusqu'à la fièvre lorsqu'elle clamait son innocence face à ceux qu'elle percevait comme une grave injustice. Les réactions de Wuornos ne se limitaient pas à des explosions verbales. Son comportement physique était tout aussi révélateur. Elle se tournait souvent vers la galerie, balayant la foule du regard, comme si elle cherchait un semblant d'empathie ou de compréhension. Parfois, elle s'affaissait sur sa chaise, l'air résigné, avant de se redresser brusquement et de se lancer dans une nouvelle tirade contre ceux qu'elle estimait lui avoir fait du tort. Cependant, quelques jours avant sa mort, elle est venue confesser tous ses péchés en disant qu'elle avait tué tous les hommes pour de l'argent et non en état de légitime défense. Aileen a été exécutée en octobre 2002 après avoir refusé son repas et opté pour une tasse de café. L'une de ses dernières déclarations a été la suivante. « Oui, je voudrais juste dire que je navigue avec le rocher. Oui, je voudrais juste dire que je navigue avec le rocher. Et que je reviendrai, comme dans Independence Day, avec Jésus. Le 6 juin, comme dans le film. Big Mother Ship and All, I'll be back, I'll be back. Si les paroles d'Aileen lors de son procès étaient imprévisibles, la prochaine Karen vous choquera par ses actions au tribunal. En février 2022, Taylor Chabusness a été impliquée dans un crime horrible qui a donné lieu à de nombreuses accusations graves. Elle est accusée d'avoir tué Chad Tyrion, 25 ans, dans la maison de sa mère à l'ouest de Green Bay, dans le Wisconsin. Elle comparaît actuellement devant la Brown County Circuit Court. Les chefs d'accusation retenus contre Chabusness sont l'homicide volontaire au premier degré, la mutilation d'un cadavre et l'agression sexuelle au troisième degré. Mardi à 8h48, l'accusé Taylor Chabusness, menotté, a attaqué son avocat, Quinn Jolie, dans une salle d'audience du comté de Brown à Green Bay. Madame Chabusness a semblé frapper la tête de Monsieur Jolie avec son coude avant qu'un officier du shérif ne la plaque au sol. L'agent a lutté pour la maintenir au sol alors qu'elle résistait. Peu après le début de l'incident, un employé du tribunal a demandé à tout le monde de quitter la salle d'audience, qui était remplie pour un quart ou un tiers de médias, d'avocats et d'un partisan de Chabusness. Ce dernier l'a exhorté à se calmer en espagnol alors que d'autres officiers entraient dans la salle. Taylor ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Taylor Chabusness est accusé d'homicide volontaire au premier degré, de mutilation de cadavres et d'agression sexuelle au troisième degré pour le meurtre de Chad Tyrion, 25 ans, en février 2022. Elle a été évacuée de la salle d'audience quelques minutes après l'agression et aucune blessure n'a été signalée. L'audience était prévue pour que l'avocat de Madame Chabusness présente le témoignage d'un expert sur son aptitude à subir un procès. Cependant, le témoin n'a pas pu assister à la séance. L'incident s'est produit au cours d'une discussion entre les avocats et le juge Thomas Walsh. La prochaine audience a été reportée au 6 mars. Mais après la reprise de l'audience, environ 10 minutes plus tard, Jolie a informé le juge Walsh qu'il avait l'intention de déposer une requête pour se retirer de l'affaire. La question de l'aptitude de Chabusness à subir un procès avait été un point clé. Un expert engagé par le tribunal a estimé qu'elle était capable d'être jugée, tandis qu'un expert de la défense avait des doutes, mais n'a pas donné d'avis définitif sur son aptitude à être jugée. En mai 2022, le juge Walsh a estimé que Mme Chabusness était mentalement apte à participer à sa défense après avoir entendu les experts des deux parties. Le 26 septembre 2023, Taylor Chabusness a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. D'accord, attaquer son propre avocat est une chose. Mais attaquer le juge, notre prochaine Karen pourrait bien avoir perdu la tête. Ensuite, nous nous rendons dans une salle d'audience du sud du Kentucky où un juge tente désespérément de maintenir l'ordre et se retrouve face à face avec Melissa Hardwick qui se jette sur elle. Une femme du Kentucky, Melissa Hardwick, a fait l'objet de nouvelles accusations après avoir attaqué la juge Jennifer Edwards au tribunal des affaires familiales. L'incident s'est produit lors d'une audience concernant une plainte pour violence domestique déposée par son ex-mari.
Hardwick l'a interrompu à plusieurs reprises et, après avoir été averti, a été condamnée à 10 jours de prison pour outrage au tribunal. Dans un accès de colère, elle s'est jetée sur le juge, ce qui a incité 3 agents de sécurité à la maîtriser. L'adjoint Dodson, avec les réflexes rapides que lui confère sa formation, intercepte Melissa avant qu'elle n'atteigne le juge. La lutte est brève mais intense, Melissa s'agitant et criant, exigeant qu'on la laisse partir. La juge, quant à elle, tente de retrouver son calme, même si le choc de la quasi-agression se lit dans ses yeux. L'intervention de l'adjoint fait tomber Nancy au sol, alors qu'elle continue d'attraper le juge de façon erratique. Une fois qu'ils ont réussi à faire sortir Melissa du tribunal, on pouvait voir l'adrénaline dans le corps de la juge, qui tremblait visiblement et qui a tâtonné avec son papier pendant un moment. Elle a rapidement retrouvé son calme et a déclaré qu'elle allait être inculpée pour les menaces qu'elle avait proférées ouvertement au tribunal. Mais ce sera entre les mains d'un nouveau juge. Le juge Edwards n'a pas été blessé, mais Madame Hardwick a été griffée au visage et doit répondre d'autres chefs d'accusation, notamment de menaces terroristes au 3e degré, d'intimidation d'une personne participant à la procédure judiciaire et de résistance à l'arrestation. Sa caution a été fixée à 25 000 $. Malgré le chaos, le juge Edwards a décidé que l'ordonnance de violence domestique déposée par le mari de Madame Hardwick resterait en vigueur. Je pense que tout au long de cette vidéo, nous avons été un peu trop sérieux. Dans une affaire plus légère, une femme a poursuivi un homme pour lui avoir posé un lapin. Je ne savais pas que c'était un délit. Dans le labyrinthe des relations humaines, la recherche de l'amour peut nous conduire sur des chemins inattendus. Cashante Short, une habitante du Michigan, a intenté une action en justice contre un homme qui lui avait posé un lapin lors d'un rendez-vous, lui réclamant 10 000 $, et s'est vivement disputée avec un juge. Le 10 septembre 2020, Cashante H. Short a intenté une action en justice de 10 000 $ devant le 67e tribunal de district du comté de Genesee, dans le Michigan, contre un homme qui ne s'était pas présenté à leur rendez-vous. Elle affirme que cette absence lui a causé une détresse émotionnelle, car le rendez-vous coïncidait avec l'anniversaire de sa mère décédée. Au cours d'une audience virtuelle de 9 minutes via Zoom, le juge Herman Marable Jr. a informé Madame Short qu'elle avait intenté l'action devant le mauvais tribunal et qu'elle aurait dû le faire devant la cour de circuit. Le juge a ensuite demandé au défendeur s'il se représentait lui-même. La partie défenderesse s'est étonnée de cette action en justice. Le juge Marable a expliqué que si le défendeur estimait que l'affaire devait être classée, il devait déposer une demande de classement. Madame Short l'a alors interrompu, accusant le défendeur de mentir et affirmant que ces documents le prouveraient. Le juge a tenté de lui expliquer la notion de parjure, ce qui a donné lieu à un échange houleux. Alors que la dispute s'intensifiait, le juge a retiré son masque de protection et a demandé à plusieurs reprises à M. Short de se taire. La vidéo montre l'accusé visiblement en détresse, se tenant la tête entre les mains. Short a insisté pour que l'affaire soit renvoyée devant la cour de circuit et le juge Marable a finalement mis une sourdine à l'appel de Zoom et a transféré l'affaire à la 7e cour de circuit. Selon les archives judiciaires, ce n'était pas la première fois que Madame Short intentait des actions en justice qui étaient rejetées. Au cours des 20 dernières années, elle a intenté au moins une douzaine d'actions en justice devant les tribunaux de district et de circuit. En janvier 2020, elle a intenté un procès de 300 millions de $ contre le service de police de Flint qui a été rejeté. Elle a également intenté une action contre AT&T en octobre 2020 dans le Wisconsin, qui a été rejetée après qu'elle ne se soit pas présentée au tribunal. Si ce tribunal virtuel a été un peu gênant pour le juge, la prochaine affaire est un peu gênante pour toutes les personnes impliquées. Caron, une contractuelle en informatique embauchée par une société de machines à voter, s'est retrouvée sous les feux de la rampe à la suite des élections américaines de 1920. Un champ de bataille truffé d'allégations d'irrégularité et de fraude. Son audience au tribunal a pris une tournure comique. Une dénonciatrice, dont les allégations d'irrégularité électorale avaient été jugées non crédibles par un juge, a attiré l'attention des médias sociaux en se présentant devant les législateurs du Michigan pour les confronter. Melissa Caron, une républicaine, a formulé une série d'allégations de fraude au cours d'une audience, dans le cadre des efforts déployés par Donald Trump pour annuler des votes déjà certifiés. Malgré l'échec des poursuites judiciaires de Donald Trump, ce dernier et ses alliés ont organisé des audiences très médiatisées à l'intention des médias et des législateurs locaux. Madame Caron, ancienne informaticienne contractuelle pour Dominion Voting Systems, a fait les gros titres avec son comportement dramatique, son accent du Midwest et ses manières désinvoltes, à tel point que même l'avocat Rudy Giuliani a tenté de la calmer. Son témoignage est rapidement devenu viral, les images de son intervention devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants du Michigan ayant été visionnées des dizaines de millions de fois. Madame Caron a affirmé avoir été témoin de nombreuses actions frauduleuses dans un centre de comptage des votes à Détroit. Toutefois, un juge avait précédemment jugé plus crédibles les déclarations sous serment d'autres personnes présentes dans le centre qui contredisaient les affirmations de Madame Caron et avait décidé en novembre que ces allégations n'étaient tout simplement pas crédibles.
Malgré cela, la campagne Trump a continué à présenter Mme Caron comme témoin, et elle a témoigné devant le comité de surveillance de la Chambre des représentants du Michigan, affirmant que d'autres témoins de la campagne pouvaient corroborer ses affirmations et que les démocrates avaient ruiné sa vie pour s'être exprimés. Parmi ces nombreuses accusations, Mme Caron a affirmé que les bulletins de vote du Michigan avaient été comptés plusieurs fois, que des voix avaient été exprimées par des morts et des illégaux, et que les registres électoraux utilisés pour conserver les informations sur les électeurs étaient d'une inexactitude astronomique. Un législateur républicain a toutefois réfuté ces affirmations, déclarant qu'elles ne correspondaient pas à ses observations. Mais pour ceux qui aient des affirmations qui ne correspondent pas aux observations, notre prochain accusé a menti sur tout, de la couleur de ses cheveux à ses histoires. Le procès de Jodi Arias devant la Cour supérieure du comté de Maricopa a été l'une des affaires judiciaires les plus sensationnelles de l'histoire récente. Il a été marqué par de nombreux moments étranges et choquants. Jodi Arias a été accusé du meurtre brutal de son ex-petit ami, Travis Alexander, en 2008. Son procès, qui s'est ouvert en janvier 2013, a captivé la nation par ses détails obscurs et ses frasques dramatiques dans la salle d'audience. Le procès de Jodi Arias s'est ouvert en janvier 213, dans une salle d'audience bondée de spectateurs et de journalistes, tous impatients d'assister au déroulement d'une affaire qui avait déjà passionné la nation. L'accusation, Juan Martinez, a dressé le tableau d'un meurtre prémédité, soutenant que Jodi avait planifié l'assassinat de Travis Alexander dans un accès de jalousie et de rage après avoir découvert qu'il avait l'intention d'emmener une autre femme à Cancun. Les preuves présentées étaient accablantes. L'accusation a présenté un appareil photo numérique trouvé dans la machine à laver de Travis, contenant des images qui placent Jodi sur la scène du crime. Les photos, datées du jour du meurtre, comprenaient des clichés de Travis sous la douche quelques instants avant sa mort, suivis d'images floues inquiétantes qui suggéraient une lutte. Les photos effacées retrouvées ont été montrées au jury et sont devenues un témoignage silencieux de la brutalité du crime. Au tribunal, elle a tenté de jouer les victimes et le procureur n'en a pas voulu. Parmi les autres éléments de preuve, une empreinte de paume ensanglantée appartenant à Jodi, mêlée au sang de Travis, a été trouvée dans le couloir de son domicile. Il y avait également des reçus pour l'achat d'un bidon d'essence, indiquant que Jodi essayait d'éviter d'être repéré lors de son voyage vers Mesa, et un contrat de location de voiture pour un véhicule utilisé au moment du meurtre, dont les tapis de sol manquaient et qui avait été nettoyé à fond avant d'être restitué. Au fur et à mesure que l'accusation présentait son dossier, le comportement de Jodi au tribunal est devenu un spectacle en soi. Elle a semblé osciller entre toute une gamme d'émotions, allant des crises de larmes lors des témoignages explicites à une attitude froide et presque détachée lors de la présentation des preuves. Ses réactions étaient imprévisibles, secouant parfois la tête en signe d'incrédulité ou souriant à des moments apparemment inopportuns. La défense, menée par l'avocat Kirk Nurmi, a cherché à contrer le récit de l'accusation en introduisant le concept de légitime défense. Elle a présenté Travis comme un individu manipulateur qui avait abusé émotionnellement et physiquement de Jodi, la poussant à bout. La défense a soutenu que le jour du meurtre, Jodi avait tué Travis dans un acte désespéré d'autopréservation. Jodi s'est présenté à la barre pour sa propre défense, ce qui a donné lieu à 18 jours de témoignages, une séance marathon qui est devenue l'une des plus longues de l'histoire des procès criminels américains. Son témoignage est un mélange de souvenirs doux et d'aveux surprenants. Elle a raconté les détails de sa relation avec Travis, alléguant des abus et un modèle d'exploitation sexuelle. Pendant tout le temps qu'elle a passé à la barre, le comportement de Jodi a été scruté à la loupe. Son récit calme et posé des événements contrastait fortement avec les crises émotionnelles qu'elle manifestait lorsqu'elle était confrontée aux aspects les plus horribles du crime. Le jury l'a vu tenter de se présenter comme une victime. Heureusement, le juge a vu clair dans sa façade et l'a condamnée à la prison à vie. En parlant de menteur, l'affaire suivante en comporte beaucoup. Dans le tourbillon des procès de célébrités, peu d'entre eux ont autant retenu l'attention du public que l'affaire de diffamation opposant Johnny Depp à Amber Heard. La salle d'audience est devenue le théâtre d'une saga remplie d'accusations et de révélations qui ont laissé le monde incrédule. Johnny Depp et Amber Heard se sont affrontés lors d'un procès qui a captivé le public du monde entier. Les premières étapes du procès ont été chargées de tension, les deux parties étant armées d'une litanie d'accusations l'une contre l'autre. L'atmosphère était chargée d'impatience, le public attendant avec impatience d'assister au dénouement d'une querelle autrefois privée, devenue un spectacle public. Au début de la procédure, les accusations initiales ont donné le ton à ce qui allait être une montagne russe de témoignages et de preuves. L'équipe juridique de Depp a dépeint Heard comme une figure manipulatrice qui a fabriqué des allégations d'abus pour faire avancer sa propre carrière.
En revanche, les avocats de Madame Heard ont dépeint M. Depp comme un personnage instable, dont l'abus d'alcool et de drogue entraînait des crises de violence à l'encontre de sa femme de l'époque. À un moment donné, ils ont utilisé sa parole contre lui. Au fur et à mesure de l'avancement du procès, les témoignages et les preuves présentées ont alimenté la frénésie des médias et les spéculations du public. L'un des moments les plus choquants a été la présentation à la cour d'images du doigt coupé de Depp, une blessure qu'il prétendait être le résultat d'une violente altercation avec Heard en Australie en 25 ans. L'image macabre a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience et au-delà, devenant le point central des discussions sur la nature de la relation du couple. Le témoignage concernant l'incident du caca mystérieux a été tout aussi choquant. Depp a accusé Heard d'avoir déféqué dans le lit qu'il partageait, ce que Heard a nié, attribuant l'acte aux problèmes intestinaux de leur Yorkshire Terrier. Cette accusation bizarre a non seulement déclenché un cirque médiatique, mais aussi une sensation virale, le public inventant des hashtags et des mèmes à propos de l'incident. Un autre moment décisif a été le récit par Heard, en larmes, d'une fouille des cavités que Depp aurait pratiquée sur elle. Une fois de plus, le tribunal a heureusement pu voir clair dans ses mensonges. Le jury a déclaré Heard responsable de diffamation pour 3 déclarations distinctes et a accordé à Depp 10,35 millions de dollars de dommages et intérêts, dont 10 millions de dollars de dommages compensatoires et 350 000 dollars de dommages punitifs. Heard a reçu 2 millions de dollars de dommages et intérêts compensatoires, mais pas de dommages et intérêts punitifs. Les deux parties ont conclu un accord en décembre 2022, Heard versant à Depp 1 million de dollars qui ont été reversés à des œuvres de bienfaisance. Dans le cas suivant, il s'agit d'un adolescent qui se comporte comme tel, mais ce n'est pas le bon endroit. Nous sommes au Miami-Dade Circuit Court, où Penelope Soto se tient devant le juge Rodriguez Choma. Elle a été arrêtée pour possession de Xanax, un anxiolytique délivré sur ordonnance et souvent consommé à des fins récréatives. Vêtue d'une combinaison orange, Madame Soto a déclaré qu'elle gagnait 200 $ par semaine et que ses biens comprenaient des bijoux et une voiture. Interrogée sur la valeur de ses bijoux, elle a répondu en riant « Beaucoup », le juge Rodriguez Choma, remarquant son manque de sérieux. Le juge lui a ensuite demandé si elle avait pris des drogues au cours des dernières 24 heures, ce qu'elle a nié. Tout au long de l'échange, l'attitude de Soto est passée de l'ennui à l'amusement, alors qu'elle bougeait continuellement et remuait ses cheveux. Le juge Rodriguez Choma a fixé sa caution à 5 000 $ et l'a congédiée en lui disant « bye bye ». Soto, toujours amusé, a répondu sarcastiquement par « adios » en s'éloignant. Après une brève pause, le juge Rodriguez Choma a rappelé Soto, récupéré les documents et fixé sa caution à 10 000 $. Soto, choquée, a demandé « Vous êtes sérieuse ?» En se détournant, elle a fait un doigt d'honneur au juge et lui a dit « Va te faire foutre !» Alors qu'elle se retourne pour repartir, Soto fait un bras d'honneur au juge et lui dit « Va te faire foutre !» Ce manque de respect flagrant a entraîné une réaction immédiate du juge Rodriguez Choma. Il l'a rappelé une nouvelle fois et l'a condamné à 30 jours de prison pour outrage à magistrat. Consciente de la gravité de ses actes, Madame Soto est revenue au tribunal pour s'excuser auprès du juge Rodriguez Choma. Elle a exprimé des remords pour son comportement, reconnaissant que ses actions étaient inappropriées et irrespectueuses. Le juge a accepté ses excuses. Les charges retenues contre elle ont été abandonnées et elle n'a pas passé une semaine en prison. Dans le cas suivant, l'outrage criminel est porté à un tout autre niveau. Tout commence par l'usurpation de l'identité d'un avocat, puis toute l'histoire n'est qu'une succession d'actions stupides surmontée d'une couche plus épaisse d'actions encore plus stupides. Il s'agit d'une pyramide inversée d'actions stupides. Au cœur du comté d'Ingham, dans le Michigan, un drame judiciaire se déroule et capte l'attention de la nation. Marlena Pavlos Acne, propriétaire d'un restaurant à la détermination à toute épreuve, se tient devant la redoutable juge Rosemary Aquilina. Accusée d'avoir bafoué les lois alimentaires de l'État et les consignes de santé publique dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la réaction de Marlena Pavlos Acne au tribunal devient un spectacle de défis et de querelles juridiques. Alors que la pandémie de Covid-19 balayait le monde entier, le Michigan, comme beaucoup d'autres endroits, a été frappé par une vague d'ordonnances de santé publique visant à freiner la propagation du virus. Ces ordonnances imposèrent le port de masque, l'éloignement social et, ce qui a le plus marqué Pavlos Acne, la fermeture temporaire des services de restauration. La défiance est devenue l'ordre du jour et Pavlos Acne, animé par un mélange d'esprit d'entreprise et de scepticisme à l'égard des restrictions radicales, a gardé les portes de son restaurant ouvertes. Les clients ont continué à affluer dans l'établissement, trouvant un réconfort dans ce confort familier en ces temps incertains. Cet acte de rébellion a attiré l'attention des autorités et bientôt, le restaurant n'a plus seulement servi des repas, il a également suscité la controverse.
Le décor était planté pour une épreuve de force juridique qui mettrait à l'épreuve les limites de la liberté individuelle et de la sécurité publique. La tension entre la détermination de Marlena Pavlos-Hackney à maintenir son restaurant ouvert et l'application par l'État de la réglementation sanitaire s'est rapidement intensifiée. Les autorités, invoquant des violations répétées des dispositions du Covid-19, ont suspendu sa licence alimentaire, une mesure qui aurait entraîné la fermeture de la plupart des établissements. Mais Pavlos-Hackney ne s'est pas laissé décourager. Elle a redoublé d'efforts et son restaurant est devenu un symbole de résistance en continuant d'accueillir des clients, même sans licence valide. Le système judiciaire a réagi avec fermeté. Une décision de justice a exigé la fermeture immédiate du restaurant jusqu'à la tenue d'une audience. Pavlos-Hackney, cependant, est resté déterminé. Ses portes sont restées ouvertes. Sa cuisine a été occupée. Ce défi a conduit à l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre, une indication claire de la gravité avec laquelle l'État considérait ses actions. C'est là qu'entre en scène Richard Martin, fondateur d'une organisation qui prétend défendre les droits des individus face à ceux qu'il considère comme un système judiciaire corrompu. Martin, qui n'a pas de licence en droit, s'est lancé dans la bataille en tant qu'assistant juridique de Pavlos-Hackney. Martin, qui avait demandé à comparaître en tant qu'avocat agréé, n'en était pas un, et son audace lui a valu une réprimande cinglante de la part du juge. « Juge, quelle est votre déclaration ?» La tension monte rapidement, et Martin se retrouve pour outrage au tribunal, condamné à 93 jours de prison. Un avertissement brutal à toutes les personnes présentes de l'autorité du tribunal. L'audience a pris un tournant lorsque Pavlos-Hackney, refusant de prêter serment, s'est trouvé dans l'incapacité de faire une déclaration. Son silence en disait long, et son avocat, Robert Baker, s'est joint à elle par liaison vidéo, demandant une brève suspension d'audience pour s'entretenir avec sa cliente. Le juge l'a accordé, marquant ainsi une brève pause dans les événements dramatiques de la journée. À leur retour, l'issue a été aussi sévère que rapide. Pavlos-Hackney a reçu l'ordre de rester en prison, son défi ayant été fermement sanctionné par la justice. 4 jours plus tard, elle sera libérée, mais seulement après avoir payé plus de 30 000 $ d'amende et fermé définitivement son restaurant. Cela nous amène à la fin de cette vidéo. Pour d'autres vidéos de ce type, cliquez sur les cartes à l'écran.